En Italie, on raconte souvent que le fascisme est né en Sicile. Pourtant, c'est au contraire l'antifascisme qui est né en Sicile. Historia, l'histoire au féminin, épisode 2, Maria de Felice Giuffrida et les faisceaux siciliens. Ciao compari, c'est Yano Pippo. Aujourd'hui, on va parler d'une féministe sicilienne que peu de gens connaissent, alors qu'elle fut la leader du plus grand mouvement féministe et anarchiste de l'histoire de la Sicile et de l'Italie. J'ai choisi de parler d'elle à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Car, comme beaucoup de personnages historiques féminins, on tenta d'effacer son existence. Pourtant, de son vivant, tout le monde la connaissait. Elle était l'une des fondatrices des faisceaux siciliens, un mouvement qui a fait trembler toute l'Italie. Mais voyons d'abord dans quel contexte va naître ce mouvement. En 1860, la Sicile est colonisée par l'Italie. Au départ, l'Italie était censée être une alliance entre royaumes afin d'éviter toute invasion française, espagnole, britannique ou autrichienne. L'Italie avait promis à la Sicile qu'elle resterait autonome, avec son propre gouvernement, ses propres lois, sa propre langue, sa propre culture, mais qu'elle serait protégée militairement parlant. Mais si le Nord convoitait la Sicile, c'est parce qu'il s'agissait du royaume le plus riche et le plus développé. En 1862, voyant que l'Italie n'a pas respecté ses promesses, un premier groupe d'indépendantistes verra le jour. Ils manifesteront dans les rues pour demander l'autonomie, mais ils seront massacrés par l'armée coloniale. S'ensuivront alors deux autres révoltes indépendantistes en 1863 et en 1866. À partir des années 1880, la Sicile et l'Italie subissent la mauvaise politique économique italienne. Toute l'Italie connaît une grave crise agricole, la situation est encore pire en Sicile. Le sud va être progressivement dépouillé de toutes ses richesses. Les colons italiens n'hésitent pas à mettre en esclavage des enfants siciliens, qu'ils enlèvent à leurs parents à l'âge de 3 ans pour les faire travailler dans les mines de soufre. Il faut également comprendre qu'à cette époque, le gouvernement sicilien est corrompu. L'Italie veut freiner les progrès sociaux et économiques de la Sicile, afin de faciliter sa politique coloniale. Le gouvernement sicilien était aveugle et croyait dur comme fer à l'unification italienne. Le gouvernement, majoritairement bourgeois, est du côté des patrons et des latifondisti. Encore faut-il connaître le féodalisme sicilien. En Sicile, où la majorité du peuple était de la classe ouvrière ou paysanne, toutes les terres appartenaient à des latifondisti, donc des propriétaires terriens. Cependant, les bourgeois ne travaillaient pas la terre. Ils embauchaient des gabellotti qui étaient chargés de s'occuper des terres pendant 3 ou 9 ans. Étant donné que les latifondisti vivaient en ville, les gabellotti devaient rester sur place et surveiller les champs et les plantations dans la maison du maître. Ils étaient accompagnés des campieri, donc des mercenaires chargés de la surveillance des terrains et de la protection des gabellotti, ces derniers faisant bien souvent partie de la mafia. Ils allaient alors en ville, sur la place publique, engager les Siciliens cherchant du travail. Les braccianti, donc ceux travaillant la terre, étaient des paysans ou des ouvriers exploités. S'ils se plaignaient, ils pouvaient se faire tirer dessus par les campieri, qui étaient également payés pour terroriser les paysans. Les paysans étaient les seuls à réellement travailler, mais ne gagnaient quasiment rien. Mais ils étaient beaucoup trop pauvres pour se permettre de protester. Des universitaires siciliens prirent conscience des difficultés économiques que rencontrait la Sicile à cause de la colonisation italienne. Ces jeunes intellectuels étaient communistes et anarchistes. Cependant, jusque dans les années 80, leur discours est resté marginal. Mais progressivement, ils vont partager leurs idées aux ouvriers et aux paysans siciliens. Ces derniers décident alors de créer des salles de réunion dans les bars et les cafés en 1889. Ils se réunissaient et organisaient des salons de discussion où ils dénonçaient les dégâts du colonialisme et du capitalisme. Cependant, à part discuter, ils ne faisaient pas grand-chose. Cela va changer quand les femmes vont décider de rejoindre le mouvement. Rapidement, il y eut plus de femmes que d'hommes. Les féministes luttaient non seulement contre le capitalisme, mais décidèrent d'ajouter la lutte contre le patriarcat. Aidées par les guérisseuses siciliennes, elles s'imposèrent facilement au sein du mouvement. Elles ne se contentèrent pas de discuter, elles allaient dans les rues pour manifester et protester. Elles prirent possession de plusieurs bars, cafés, des salles de fête, des bâtiments, des amphithéâtres, afin d'organiser de grandes assemblées générales où l'on débattait sur les différents problèmes que connaissait la Sicile. On organisait des manifestations, on proposait des idées pour résoudre les problèmes,
Il commença alors à y avoir de plus en plus de manifestations dans toute la Sicile. Ce sont les femmes qui donnèrent naissance au faisceau sicilien. Si certains pensent que l'origine du nom faisceau possède une origine romaine ou antique, en réalité les faisceaux se sont appelés ainsi, car tout le monde peut casser un bâton, mais qui peut casser un fagot de bâton? Autrement dit, la force des faisceaux est leur nombre. Les faisceaux ne reconnaissent aucune distinction de classe, de race ou de genre. Ils forment un seul corps, un seul peuple. Plusieurs villes et villages possédaient leurs propres faisceaux. Parfois certaines villes, en fonction de leur taille, possédaient même plusieurs faisceaux. Un faisceau était un gouvernement local composé de quiconque voulait en faire partie, s'occupant des affaires locales. On débattait, votait et prenait des décisions lors d'assemblées générales, un peu comme le firent autrefois les tribus sicanes à l'époque matriarcale sicilienne. Dans une pensée anarchiste, les faisceaux siciliens voulaient que le peuple soit son propre maître. La plupart des faisceaux étaient guidés par des femmes. Parmi ces femmes, une jeune fille se démarqua. Maria de Felice Giuffrida, jeune féministe socialiste d'à peine 10 ans en 1889. Elle était la fille de Giuseppe de Felice Giuffrida, l'un des universitaires à l'origine du mouvement et qui officialisa le mouvement en 1891. C'est Marietta qui réussit à convaincre son père de créer le faisceau de Catania. Partout où allait son père, elle le suivait et prenait la parole. Malgré son jeune âge, elle parlait bien, était charismatique, éloquente, elle savait encourager et enflammer les foules. Elle devint rapidement la guide de plus de 400 000 militants et militantes, majoritairement des femmes. On la considérait comme l'ange du socialisme. Partout où elle allait, le mouvement gagnait de nouveaux membres. Après son passage à Piana delle Albanese, sur les 9000 habitants, plus de 3500 femmes se déclarèrent faisceaux siciliennes et prirent possession de la ville. Les faisceaux avaient de nombreuses revendications. Le droit à la retraite, des congés payés, la protection de l'enfance. Certains enfants étaient achetés comme esclaves par les colons italiens et travaillaient déjà à l'âge de 3 ans sans être rémunérés. Les faisceaux demandaient à ce qu'on abolisse l'esclavage, qu'on interdise le fait de travailler avant 14 ans, et que tout travailleur soit honnêtement rémunéré, avec une protection financière en cas de maladie ou d'accident. Ils demandaient aussi l'égalité salariale homme-femme, l'égalité en droit sans distinction de genre, de classe, de religion ou de race. Ils voulaient la fin du capitalisme, du féodalisme, du patriarcat et la fin du colonialisme. En 1893, Marietta accusa également l'Église catholique d'être corrompue par le capitalisme. Elle mit en avant le fait que le Vatican s'enrichissait toujours plus, alors que certains Siciliens n'avaient même pas de quoi manger. Elle demanda: où va notre argent? Nous voulons que l'argent des quêtes soit utilisé pour le peuple, pour aider les pauvres, organiser des fêtes religieuses, pas pour remplir les poches du clergé. Ces gens-là sont-ils réellement disciples du Christ, ou bien sont-ils disciples du diable? Marietta fit un discours encourageant tous les chrétiens à se joindre à elle. Elle présenta Jésus comme le premier socialiste de l'histoire de l'humanité, et le Vatican comme une hérésie représentant le mal, le diable. Le millénarisme était très populaire en Sicile à l'époque. Les Siciliens croyaient qu'il fallait préparer le retour du Christ, et que pour ce faire, il fallait lutter contre le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat, et que les alliés de ces derniers étaient des alliés du diable. Le pape menaça alors les féministes siciliennes d'être excommuniées, pensant que cela allait mettre fin au mouvement. Mais cela eut l'effet totalement inverse. Marietta se rendit à Piana degli Albanesi. Cette ville est assez spéciale, car les Siciliens qui vivent là-bas sont d'anciens réfugiés albanais accueillis autrefois par la Sicile. Une fois là-bas, Marietta encouragea les femmes à boycotter les églises. Ce qu'elles firent, et d'autres villes et villages suivirent après elles. On parla alors de créer une nouvelle église, l'église sicilienne. Les féministes remplacèrent les prêtres par des prêtresses et organisèrent leur propre messe. On parlait même de remplacer le pape par une femme. Les hommes décidèrent de les rejoindre. Les faisceaux siciliens prenaient de plus en plus de puissance. Les faisceaux avaient réussi à créer de véritables gouvernements au sein des communes. De plus en plus nombreux, leurs idées anarchistes commencèrent à s'étendre dans toute l'Italie. Marietta décida alors de passer à la vitesse supérieure.
En 1893, voyant que le gouvernement n'écoutait toujours pas leurs revendications, Marietta encouragea les ouvriers et les paysans à faire une grève générale. C'était du jamais vu. Les rues étaient remplies de monde, principalement par des femmes, comme on le constate d'ailleurs avec cette photo. Marietta aurait pu leur demander de se jeter d'une falaise, les faisceaux auraient obéi. Elle avait un véritable don oratoire. Elle savait capter toute l'attention. On disait d'elle qu'elle était une gentille jeune fille de 14 ans, extraordinairement animée par la foi dans le socialisme, qui parle au peuple avec la ferveur d'un missionnaire, et qui, pour le sexe et pour l'âge, exerce une véritable fascination pour les masses. Elle fut le modèle de nombreuses femmes, comme celle qu'on appelait Maria Cammarata, la leader des faisceaux de Piana degli Albanesi. À plusieurs reprises, Cammarata revendique le droit des femmes à une éducation et à un salaire décent qui les libère de l'assujettissement, même psychologique, dont elles sont victimes. Le 22 mai 1893, à Palerme, au congrès des faisceaux siciliens, Cammarata expliqua sa position dans un discours passionné qui impressionna les délégués de toute l'île, et fut même enregistré par le journal de Sicile, selon lequel Cammarata s'adressa aux faisceaux avec un discours extraordinairement fort et clair, exprimant ses idées d'une manière étonnante. L'existence de cette intellectuelle sicilienne fit éprouver une grande fierté par les Siciliens, qui étaient bien souvent considérés inférieurs intellectuellement parlant par les Italiens. Dans un rapport datant de la même période, le gouvernement de Rome signale que les faisceaux féminins à Piana degli Albanesi, Belmonte Mezzagno et San Giuseppe Jato doivent être considérés comme dangereux. Les femmes ont développé, je cite, des activités de propagande fortement couronnées de succès et des plans révolutionnaires grâce auxquels elles exercent une influence considérable sur les autres faisceaux de la région. Fin de la citation. Celles qui faisaient le plus peur au gouvernement étaient les femmes. Quelque temps après le début de la grève, l'Italie fait débarquer en Sicile des policiers qui reçoivent l'ordre d'abattre les manifestants. La toute première victime fut Anna Oliveri. Il s'agissait d'un bébé qui dormait dans les bras de sa mère en train de manifester pacifiquement. Un soldat tira une balle sur la petite fille et d'autres femmes furent abattues avant même de réaliser ce qui se passait. Dès 1890, les policiers s'étaient montrés extrêmement violents et n'hésitaient pas à utiliser leurs matraques pour frapper les manifestantes et les manifestants. Mais c'était la première fois que des policiers tiraient directement sur la foule, et ce ne fut que le début. À plusieurs reprises, des massacres de ce genre auront lieu, comme le massacre de Caltavutro, le 20 janvier 1893. Alors que des paysans occupent un terrain communal, les forces de l'ordre arrivent sur place et tuent sauvagement 13 personnes et en blessent 21. Les anarchistes et féministes ne restèrent pas passives. On décida d'utiliser des méthodes beaucoup plus extrêmes. On entrait dans les usines et les entreprises pour tout casser. On lançait les meubles par les fenêtres. On n'hésitait pas à tuer en pleine rue tout patron exploitant ses employés et refusant de leur accorder des droits. Plusieurs féministes condamnèrent à mort des hommes qui avaient violé des femmes mais n'avaient pas été condamnés. Tout homme qui disait ouvertement être du côté du colonialisme, du patriarcat ou du capitalisme était assassiné en sortant de chez lui. Les faisceaux prirent d'assaut certaines usines et entreprises et remplacèrent les patrons, disant que les ouvriers peuvent travailler sans patron. Certaines villes étaient en flammes. Les faisceaux combattirent jusqu'au bout face aux forces de l'ordre. Cela dura une année entière. Mais en 1894, la Sicile connut l'enfer. Voyant que le mouvement commençait à atteindre le sud de l'Italie et risquait de se propager dans tout le pays, le 3 janvier 1894, le gouverneur Francesco Crispi déclare l'état de siège et l'armée italienne eut pour ordre de massacrer les faisceaux siciliens. 40 000 soldats furent envoyés. Une chasse à l'homme et à la femme débuta en Sicile. C'était le début d'une politique coloniale totalement assumée. Il faut comprendre que depuis 1876, Cesare Lombroso avait partagé ses théories en Italie. Afin de justifier la colonisation de la Sicile, il avait inventé la race sicilienne. C'est lui qui a inventé la race criminelle. Lombroso disait que les Siciliens et Italiens du Sud faisaient partie d'une race inférieure aux Blancs, que le Sicilien était de naissance naturellement tourné vers le crime,
Il justifia le fait de mettre en esclavage des enfants siciliens, car d'après lui, le Sicilien est fainéant et ne travaille pas s'il n'est pas asservi. Toujours d'après lui, un Sicilien tuera, volera ou s'il n'est pas dressé par un homme blanc. Il expliqua que la race sicilienne, de par ses origines nord-africaines, posséderait un crâne moins bien formé que celui de la race blanche, l'empêchant d'évoluer. Les colons italiens furent alors présentés comme des civilisateurs, apportant le progrès aux Siciliens. Lombroso possédait une grande collection de crânes siciliens. Toutes ces idées se répétaient en boucle dans la tête des soldats italiens lorsqu'ils débarquèrent en Sicile. Ils ne voyaient pas les Siciliens comme des humains, se battant pour leurs droits, mais des animaux sauvages qu'il fallait abattre. Et en effet, l'armée massacra les intellectuels et les faisceaux siciliens. Les rues se remplissaient de cadavres. Soutenus par le peuple sicilien, certains cachèrent des militants afin qu'ils ne soient pas trouvés par l'armée. Toute grève et toute manifestation fut interdite. Des milliers de Siciliens vont fuir la Sicile et rejoindre l'Afrique du Nord, l'Australie et les États-Unis. Des milliers également seront tués ou emprisonnés. Comme les leaders féministes, Calogera Vitellaro, dite Tamburina, qui avait organisé l'attaque de la caserne des carabiniers de Milocca, ou encore Concetta Lombardo, Maria Spinella, Shira Russo, leader féministe condamné pour avoir organisé des manifestations considérées trop violentes. Certaines femmes furent condamnées par le tribunal militaire, tout simplement pour leurs idées féministes, comme Cira Lombarda et Rosa di Galbo. Environ 1000 faisceaux seront déportés sans aucun procès vers les îles pénitentiaires. Toutes les sociétés ouvrières et les coopératives sont dissoutes, et les libertés de la presse, de réunion et d'association sont suspendues. Le gouvernement en profite pour revoir les registres électoraux. Par exemple, à Catania, 5000 des 9000 électeurs sont radiés. Ils n'ont plus le droit de voter. La liberté de réunion et d'association est contrainte par les lois de juillet 1894, officiellement destinées à lutter contre les anarchistes. Les faisceaux siciliens sont alors divisés. Certains, comme Giuseppe De Felici Giuffrida, veulent profiter du chaos pour faire un coup d'État et prendre définitivement le pouvoir. Sa fille est totalement d'accord avec lui. Mais la majorité veut calmer les tensions. Il y a déjà eu assez de morts. Après tout, la plupart des leaders ont toujours manifesté pacifiquement et n'ont jamais tué personne. Malheureusement, l'armée ne voit pas du tout ça du même œil. Tous ceux qui seront trouvés par l'armée seront soit tués, soit emprisonnés. Giuseppe est condamné à 18 ans de prison. Le 28 février 1894, Crispi présente de fausses preuves d'une conspiration à grande échelle au Parlement. Le soi-disant traité de Bissacchino, signé par le gouvernement français, le tsar de Russie, Giuseppe De Felici Giuffrida, les anarchistes et le Vatican, aurait eu pour but de détacher la Sicile du reste du pays et de la mettre sous protectorat franco-russe. Le député radical Felice Cavallotti ridiculise alors la conspiration de Crispi et démontre qu'il s'agit d'une fausse conspiration. Au départ, Francesco Crispi apporta beaucoup à la Sicile, mais plus il devenait riche grâce à l'Italie, et plus il devenait corrompu. Considéré comme un traître envers la Sicile, il a soutenu la politique coloniale italienne aussi bien contre l'Afrique que contre son propre peuple, la Sicile. Après 1894, la pensée des faisceaux siciliens n'est pas morte. La pensée socialiste va entrer dans la tête de beaucoup d'Italiens. Cependant, en 1919, un homme va profiter de la popularité des faisceaux siciliens pour en reprendre le nom. Il va créer les faisceaux italiens, plus connus sous le nom de fascistes. Cet homme est bien évidemment Mussolini, un mouvement représentant tout le contraire des faisceaux siciliens. En réponse à cela, les survivants ou héritiers des faisceaux siciliens donneront naissance aux antifascistes, à nouveau majoritairement des femmes. Contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est donc pas le fascisme qui est né en Sicile, mais l'antifascisme. Ce qui est dommage, c'est qu'au fil du temps, tout a été fait pour effacer ces femmes de l'histoire. Par exemple, on connaît toute la biographie et même le nom de Giuseppe De Felici Giuffrida. On peut facilement trouver plein de représentations de lui sur Internet. Comme beaucoup d'autres faisceaux siciliens hommes, malheureusement, c'est peu de choses sur les femmes, alors que ce sont elles qui étaient les plus importantes.
Elles étaient majoritaires et sans elles, il n'y aurait jamais eu de faisceau sicilien. Aucun droit n'aurait été obtenu. Cette vidéo était dédiée à Marietta. Cependant, on sait très peu de choses sur elle. On ne sait même pas à quoi elle ressemblait. La plupart des textes, écrits par des hommes, retiennent seulement qu'elle était la fille de Giuseppe. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pour elle après 1894. Quelle fut sa vie, quand est-ce qu'elle est morte? Mais après de longues recherches, j'ai quand même peut-être trouvé quelques pistes. J'ai découvert un texte qui parle d'un certain Michelangelo Caruso, qui aurait épousé Marietta en 1900. Et ce jeune homme, il sortait pas de nulle part. C'était un ancien faisceau sicilien, un anarchiste. En 1892, il avait fondé un groupe composé de 88 anarchistes siciliens, afin d'incendier une mairie qui avait trop augmenté les taxes. La même année, il découvre Marietta lors d'une assemblée générale. Elle encourageait le peuple à rejoindre les faisceaux siciliens. Comme pour beaucoup d'autres, pour Michelangelo, c'est une vraie révélation. Il a l'impression d'avoir entendu l'appel d'un ange. Tel les parèdres d'autrefois, il va jurer fidélité à Marietta et va fonder les faisceaux siciliens de Mister Bianco. Il va également fonder son propre journal, lo Lucifero, pour partager tous les discours de Marietta. En utilisant ses réseaux, il a même réussi à faire infiltrer plusieurs faisceaux siciliens au sein de la police. Ainsi, Marietta et son père obtenaient toutes les informations. Grâce à lui, Marietta avait toujours une longueur d'avance sur la police. En 1895, lui et d'autres faisceaux siciliens ont tenté de reprendre le pouvoir. Mais la plupart seront soit arrêtés, soit massacrés. Michelangelo aurait pu partir, rester discret. À la place, il a décidé de reprendre son journal, dans lequel il dénonce ouvertement la politique coloniale italienne. Son journal est finalement interdit, et Michelangelo fut assigné le 30 novembre 1895 à la résidence forcée mais en liberté conditionnelle. En 1896, il profite du fait d'être obligé de rester chez lui pour recréer un journal. Mais en comparaison avec toutes les actions militantes qu'il a pu faire par le passé, il se sent inutile. Alors en 1899, il devient avocat et décide de s'engager dans la protection et la libération des féministes et anarchistes. Il devient également le maire de Mister Bianco, sa ville d'origine à côté de Catania, là où était encore Marietta. On ne sait pas comment les deux vont finir par se retrouver, mais en tout cas, ils vont se marier. Et c'est grâce à ça qu'on sait qu'en 1900, Marietta était enseignante dans une école publique. Cependant, leur famille était extrêmement surveillée par la police. Cette dernière se méfiant surtout de Marietta. Ils avaient peur qu'elle endoctrine ses élèves et crée une nouvelle génération de féministes militantes. Ce qui fut peut-être le cas, étant donné que c'est une zone où il y aura énormément d'antifas féministes. Bref, Marietta et Michelangelo formaient un couple extrêmement dangereux. Elle savait créer des discours permettant d'enflammer les foules, et lui savait comment propager ces discours. On peut dire qu'elle était le feu et lui était le vent. Bref, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Maria, surnommée Marietta de Felice Giuffrida, était une grande féministe. Elle a commencé à 10 ans et n'a jamais arrêté de se battre. Je ne sais pas si vous réalisez tout ce que cette petite fille elle a pu faire ou faire faire entre ses 10 et ses 14 ans. C'est incroyable. Elle fut l'une des grandes leaders, si ce n'est la numéro 1 des faisceaux siciliens, qui firent trembler toute l'Italie. Grâce aux faisceaux siciliens, de nombreux droits sociaux ont été obtenus. Ne serait-ce que le droit à la retraite qui aujourd'hui nous paraît totalement évident. N'empêche, ce qui est malheureux, c'est que tout ce qu'on sait de Marietta, c'est à chaque fois grâce à des textes qui parlent soit de son père, soit de son mari. La fille d'eux, la femme d'eux, est-ce seulement à ça que les femmes sont réduites? Marietta est une figure historique extrêmement importante, et pourtant quasiment effacée de tous les livres d'histoire. Si aujourd'hui en Italie beaucoup de gens connaissent de plus en plus l'histoire des faisceaux siciliens, il y a même eu un film, une série, la plupart des gens ne savent pas que Marietta a existé. Et combien d'autres femmes ont été effacées de l'histoire. C'est pour cela que j'ai décidé de lui dédier une vidéo pour le 8 mars. Mettre en lumière ces femmes, c'est aussi l'un des combats du féminisme. Et à notre époque, beaucoup de jeunes femmes, parfois même des jeunes filles, comme Marietta, se tournent vers le militantisme féministe, et beaucoup ne les prennent pas forcément au sérieux, par misogynie ou aussi à cause de leur jeune âge. Mais regardez tout ce que Marietta a pu accomplir à peine 10 ans. Certaines mauvaises langues disent parfois que peut-être que c'était le pantin de son père, mais en fait c'est l'inverse. C'est lui qui faisait ce qu'elle voulait. À 14 ans, elle dirigeait un groupe de plus de 400 000 militantes. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
Ce n'est plus une Marietta qui peut apparaître, mais des milliers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors une vidéo.